La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier, famine, chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'eau de foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères
et pauvre diable dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce cela ?» lui dit-il. « Oh, rien. »« Quoi, rien ? Oh, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais même pas à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis en autant de spars, le cerf il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela on n'a rien à dire. La seconde par droit me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je étranglerai tout d'abord. » La besace. Jupiter dit un jour « Que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leurs beautés avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait, jusqu'ici, ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jean Hupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupeux envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris.
Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maint sillon. Cela ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper, et lacets pour vous attraper, enfin, maintes et maintes machines, qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain, et croyez-moi, les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chènevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez, brin à brin, ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûr de votre perte. » Prophète de malheur, babillarde, dit-on, oh le bel emploi que tu nous donnes! Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chambre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venu, mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand reginglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelque mur. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon se vit esclave et retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt ». « C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je tète encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère,
je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiné aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi, le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts les pas trop légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour, chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui, de leur chef, sont si puissants que chacun devrait soudoyer une armée. » Le Chiaoux, homme de sens, lui dit « Je sais par renommée que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef et bien plus qu'une queue à passer, se présente. Me voilà saisi de rechef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui saisit maître Liboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient, qui les accorde net en se saisissant du baudet. Simonide, préservé par les dieux. On ne peut trop louer 3 sortes de personnes, les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits, les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé.
Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui sans autre mérite. Matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit tout ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux. Élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les 2/3 de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous veux traiter cependant, venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les convives sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. Soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre outre son dû le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur, un domestique accourt et l'avertit qu'à la porte 2 hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces 2 hommes étaient les Gémeaux de l'éloge. Tous 2 lui rendent grâce et pour prier de ses vers, il avertit ce qu'il déloge et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction fut vraie. Un pilier manque et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plats et flacons, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poudre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les courviers pour la plupart estropillés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria miracle. On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il était fils de bonne mère qui, les payant à qui mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte, et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils. De plus que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine. Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis, l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il, « ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Mécénas fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul de jatte goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot. Il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge et tirant sur le grison jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content et, partant, de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant fût plus à sa guise. Le jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'Hymen point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. » Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper miette, et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux, comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tancer.
Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et puis prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand, le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Eh, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Le coq et la perle. Un jour un coq détourna une perle qu'il donna au premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mille serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi, dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. « De grâce, à quoi bon tout ceci ?» dit une abeille fort prudente. « Depuis tantôt si bois que la cause est pendante. Nous voici comme au premier jour. Pendant cela le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché lourd? Sans tant de contredits et d'interlocutoires et de fatras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire avec un succès doux des cellules si bien bâties. » Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir. Et la guêpe adjugea le miel à leur parti. Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès. Que des Turcs en cela ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs, on fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, et les écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. » « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, par d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots,
Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.